La Coupe du Monde à 48, c'est un joyeux bordel. Il y a des équipes qui viennent pour participer, d'autres qui viennent pour faire un beau parcours, et il y en a qui viennent vraiment pour soulever la coupe. Et aujourd'hui, on va parler de ces équipes-là. On va parler des forces, des limites et de leur premier match. Évidemment, on va les classer du moins favori au plus susceptible de gagner, et surtout, on va répondre à une vraie question, qui peut réellement gagner cette Coupe du Monde? Et on commence tout de suite avec la première nation, les Pays-Bas. Là, on s'attaque à un gros morceau, car à chaque édition, ils font partie des 2-3 favoris. Mais les Pays-Bas, c'est aussi la plus grande nation à ne jamais avoir gagné la Coupe du Monde. Et on va remonter un peu en arrière, parce que ça a commencé dès 1974, avec la génération Cruyff. Cette année-là, les Néerlandais révolutionnent littéralement le football. Les joueurs changent de position, pressent haut, occupent l'espace, et attaquent avec beaucoup de mouvements. Et pourtant, ils perdront en finale contre l'Allemagne de l'Ouest. 4 ans plus tard, ils sont de retour en finale, mais s'inclinent 3-1 contre l'Argentine. En 98, ils ont une génération de rêve, avec Bergkamp, Kluivert et David. Encore une fois, ils feront un tournoi de malade, et pourtant, ils se font éliminer par le Brésil en demi-finale. En 2010, les Néerlandais arrivent encore en favori, avec la génération Schneider, Robben, Van Persie. En demi-finale, les Orangers signent une prestation de malade contre l'Uruguay. 30 ans après, ils retournent en finale, et les Pays-Bas ont encore l'occasion de marquer l'histoire. Et pendant le match, il y a 7 actions. Robben part seul face à Casillas. S'il marque, les Néerlandais sont champions du monde. Et pourtant... Encore une fois, les Pays-Bas s'inclinent en finale. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que malgré le fait que ce soit un plutôt petit pays, chaque décennie, ils ont une génération qui marque l'histoire du foot. En 2014, ils vont en demi. En 2022, en quart. Et ils sortent au péno face à une Argentine très solide. En bref, chaque année, les Néerlandais font un plutôt beau parcours. Et cette édition de 2026, c'est peut-être pas la version avec le plus de stars, mais pourtant, c'est peut-être l'une des équipes les plus équilibrées. Et oui, les Pays-Bas, c'est une super force collective, avec une défense très forte, Ake, Van de Ven, Dumfries, et surtout Van Dijk, qui est clairement en mission pour ramener un trophée majeur à son pays. Les Pays-Bas, ils ont aussi un milieu très dominant, avec De Jong, Gravenberch et Reinders, et ça c'est peut-être l'un des meilleurs trios de milieu du tournoi. L'attaque par contre, c'est peut-être le point faible de cette équipe, même si ça reste très solide, avec Gakpo, Depay, Malen, qui sont de très bons joueurs, mais pas forcément des top attaquants non plus. Et c'est là que Summerville intervient. Avant le tournoi, il n'avait été sélectionné qu'une seule fois, mais il a absolument tout d'un joueur qui s'apprête à exploser. Son premier match de Coupe du Monde contre le Japon, c'est juste une leçon. Des appels dans tous les sens, et un but magnifique pour donner l'avantage à son équipe. La plus grosse limite selon moi, c'est qu'il manque un neuf de haute qualité. On a Malen et Depay, mais c'est pas vraiment des neufs dans le sens buteur. Quand on regarde leur match, on sent qu'il manque un Kane, un Lewandowski pour tuer les matchs. Aussi, l'équipe n'arrive pas à fermer les matchs défensivement. Contre le Japon, ils se font reprendre 2 fois. Contre l'Algérie en amical, ils s'étaient fait surprendre en fin de match. Mais pour moi, c'est des problèmes que les Néerlandais peuvent régler pendant la compétition. Les Pays-Bas, c'est pas forcément l'équipe qu'on attend le plus, et c'est en ça que c'est une équipe ultra dangereuse. Et on enchaîne tout de suite avec le prochain favori, le Brésil. Bon, eux, j'ai vraiment hésité à les mettre dans cette vidéo, dans le sens où je les vois mal aller soulever la coupe. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous présenter l'histoire du Brésil. 5 étoiles sur le maillot et des légendes qui ont marqué l'histoire de ce sport. Mais depuis quelques années, le Brésil ça fait plus peur. En fait, depuis le dernier titre en 2002, la Seleção n'a dépassé les quarts de finale qu'une seule fois. Et je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé quand ils y sont arrivés. L'humiliation pour le Brésil. Battu 7-1. Cette destruction infligée par l'Allemagne, ça a cassé quelque chose. Mais avant d'aller plus loin, pense à t'abonner. Je fais plein de vidéos dans le style et ce serait con de rater les suivantes. D'autant que j'ai prévu de bien couvrir la Coupe du Monde, donc restez branchés. Et un petit pouce bleu, un petit com, un petit boost, ça régale aussi. Allez, nous on reprend avec la vidéo. Le Brésil perd tout de suite sa réputation. Malgré ça, en 2018, ils arrivent avec le statut de favori. Ils ont une équipe ultra solide. Coutinho, Neymar et Casemiro sont dans leur prime absolu. Mais en quart de finale, ils tombent sur le mur belge. Malgré un très bon match des Brésiliens, ils sont incapables de finir leur action. En 2022, même schéma. Le Brésil arrive avec une hype énorme, l'attaque est complètement folle, avec Vinicius, Rafinha et Rodrigo, le tout mené par un Neymar exceptionnel. Par moments, il ressemble vraiment à une équipe capable d'aller au bout. Et le symbole, c'est le 4-1 contre la Corée du Sud. Le Brésil marque vite, puis déroule totalement sur les Coréens. Par contre, en quart, la Croatie les emmène en prolongation. Neymar ouvre enfin le score, mais la Croatie finit par recoller et élimine la Seleção au tir au but. Cette année, le Brésil reste un favori, mais c'est pas un favori qui arrive en pleine domination. Et surtout quand on voit les derniers résultats, y a rien de rassurant. À la Copa 2024, qui est normalement la compétition du Brésil, ils se sont complètement chiés. En quart, ils affrontent l'Uruguay, et malgré l'expulsion de Nandez à la 73e, le match se finit sur un vieux 0-0. Ce Brésil, c'est le Brésil sans magie. Beaucoup de talent, mais absolument aucune créativité, et personne pour tuer le match. Bref, la honte. Et pendant les
qualification de la Coupe du Monde, pareil, y a rien de rassurant. Évidemment, le Brésil se qualifie, mais avec des résultats très moyens. En 18 matchs, seulement 8 petites victoires et 6 défaites. Le Brésil finit 5ème des qualifications, derrière l'Argentine, l'Équateur, la Colombie et l'Uruguay. Je vous le répète, ils ont terminé 5ème des qualifications CONMEBOL, c'est absolument ridicule. Bon, par contre, depuis, Ancelotti est arrivé à la tête de l'équipe, et ça change absolument tout. Il arrive avec la culture de la gagne, c'est l'entraîneur le plus titré en Coupe d'Europe. Le Brésil avait besoin d'un coach qui remet de l'ordre, qui sait gérer la pression, et surtout qui sait gagner des matchs à élimination directe. Et Ancelotti, c'est le candidat parfait. Surtout que l'effectif brésilien, il est toujours très bon. Derrière Marquinhos Gabriel, l'une des meilleures charnières du tournoi, Guimarães, Casemiro et Paqueta au milieu, ça manque peut-être de qualité, mais si Paqueta lâche un bon tournoi, ça peut suffire. Et devant, on a Rafinha, Vinicius et Cunha, donc 2 top joueurs pour porter l'attaque. Et dans les cages, Alisson, qui est un top gardien. Et les matchs de la Coupe du Monde, on le sait, ça se gagne aussi avec le gardien. Aussi, ce mondial est le premier sans Neymar. Enfin, techniquement, il est là, mais il est blessé alors qu'il a même pas joué. Donc je pense faudra pas trop compter sur lui. Et puis même s'il joue, c'est pas le Neymar de 2022, et encore moins celui de 2018. Mais la question, c'est est-ce que Ancelotti réussira à tout doser pour que ça prenne? Parce qu'encore une fois, pour son premier match de Coupe du Monde, le Brésil n'avait rien de rassurant. Trop de nervosité, trop de pertes de balles, trop de duels perdus. Et résultat, un 1-1 poussif contre le Maroc. On est d'accord, le Maroc est devenu une très bonne équipe, mais on attendait quand même beaucoup mieux du Brésil. Bon, par contre, Vinicius a montré qu'il était là pour porter l'équipe. D'abord avec son but, mais aussi avec son attitude. On l'a vu presser, redescendre, récupérer des ballons. Bref, il est arrivé en véritable leader. Et pour un joueur qui faisait partie de ceux qui courent le moins en Europe, c'est un très bon signe. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup de doutes sur la capacité du Brésil à gagner le tournoi. Mais alors pourquoi j'ai décidé de quand même les mettre dans cette vidéo? Bah pour moi, le Brésil a quand même tout pour réussir. Ils ont toujours les talents, le top entraîneur et des joueurs capables de gagner des grands matchs. Et même si l'équipe ne fonctionne pas très bien actuellement, quelque chose peut naître pendant ce tournoi. En soi, les étoiles peuvent s'aligner, il suffit seulement de 8 matchs. Bon, par contre, le Brésil, je les mettrai pas plus haut que 7ème dans le classement. Bon, à partir de maintenant dans la vidéo, toutes les équipes qu'on va voir, je les mets à peu près au même niveau. Mais t'inquiète, il y aura quand même un petit classement à la fin. Le 3ème pays qui selon moi est favori, c'est l'Allemagne. Historiquement, c'est une machine. 4 coupes du monde, des finales, des demi, des quarts, des générations mythiques. Et surtout cette culture très allemande du tournoi. Même quand ils ne sont pas flamboyants, ils sont quand même capables de gagner. Mais cette Allemagne 2026 arrive aussi avec quelque chose à réparer. Parce que depuis le titre de 2014, la Mannschaft n'a pas fait grand chose. En 2018, elle sort dès les phases de groupe, après une défaite contre le Mexique et contre la Corée. Et finir dernier de ce groupe là, ça fait vraiment mal. Surtout on pouvait penser que c'était un accident, sauf que non. En 2022, l'Allemagne sort à nouveau en phase de groupe. On est très loin de l'équipe qui mettait 7-1 au Brésil. Donc cette sélection arrive en 2026 avec un objectif très clair, rappeler que l'Allemagne est toujours une top nation. Surtout que depuis 2022, l'équipe a bien évolué. Déjà, l'Euro 2024 a bien aidé à reconstruire son image. À domicile, elle sort en quart de finale. Mais dans le ressenti, c'est pas une humiliation. L'équipe a retrouvé un vrai niveau de jeu. Et les qualifications de 2026 racontent aussi cette reconstruction. Ça part très mal, avec une défaite 2-0 contre la Slovaquie. Mais l'équipe réagit très bien et déroule pendant les 5 prochaines rencontres. Et le plus gros symbole, c'est la victoire 6-0 face à la Slovaquie pour valider la qualification. La Mannschaft retrouve enfin une identité, un style de jeu. Déjà, il y a Neuer derrière pour sa dernière Coupe du Monde. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le présenter, il est juste monstrueux derrière. En défense, on a Kimmich, Rüdiger, Tah, Schlotterbeck et Rome. Au milieu, Pavlovic, Goretzka et Nmecha. Et c'est peut-être là que ça peut pêcher parce que ça manque un peu de créativité. Mais cette créativité, elle peut aussi être compensée par l'attaque, avec Wirtz et Musiala, qui s'ils sont en forme, peuvent littéralement porter l'équipe sur le tournoi. Et surtout, il y a enfin de la profondeur de banc qui manquait gravement en 2022. Et au-delà des individualités, la Mannschaft est hyper forte collectivement. D'ailleurs, elle l'a prouvé dans les matchs amicaux juste avant le tournoi, avec une dynamique très bonne. En amical, les Allemands mettront 4-0 à la Finlande, et gagneront 2-1 contre les États-Unis. Contrairement au Brésil qu'on a vu juste avant, l'Allemagne arrive avec une vraie dynamique. Ils sont dans une vraie série, avec une confiance qui revient, et l'impression que Nagelsmann a retrouvé un groupe qui avance. Et le premier match de Coupe du Monde viendra confirmer ce feeling. 7-1 contre Curaçao, l'occasion de rappeler que les Allemands seront sans pitié. Ceci dit, ça reste Curaçao, peut-être l'équipe la plus faible du tournoi. Et quand tu es l'Allemagne, après 2018 et 2020, ce genre de match, tu dois le gagner largement. Et ils l'ont fait. Également, l'Allemagne a gagné contre la Côte d'Ivoire, mais non sans mal. Non, franchement, leur match était vraiment pas convaincant. Et contre l'Équateur, ça part très fort côté Mannschaft. Sauf que l'Équateur réduit le score, puis prend carrément l'avantage en fin de match. Prendre 2 buts par une équipe aussi faible offensivement que l'Équateur, c'est un peu la honte. Ensuite, défensivement, il faut encore confirmer. Même dans le 7-1 contre Curaçao, l'Allemagne encaisse un but. C'est pas dramatique, mais après les échecs récents, chaque moment de flottement réveille des souvenirs. Et enfin, il faut pas sous-estimer la pression qui est mise sur le pays. Après 2 humiliations, tout le monde attend la Mannschaft au tournant. Le symbole de cette pression, c'est Manuel Neuer. Il revient pour une dernière Coupe du Monde, à 40 ans. Il est le dernier lien avec l'Allemagne championne de 2014. Et s'il va au bout, ce serait une histoire énorme.
Autour de lui, c'est une nouvelle génération qui doit prendre le pouvoir. Wirtz, Musiala, Havertz, Undav, Braun, Pavlovic. Pour moi, l'Allemagne est un vrai favori. Peut-être pas le favori numéro 1, mais un favori plus crédible qu'il y a quelques années. Elle a retrouvé une dynamique et une vraie envie de revanche. Donc évidemment, on va surveiller l'Allemagne pendant ce tournoi. On passe tout de suite au 4e favori, l'Espagne. C'est un favori très sérieux et peut-être même l'équipe la plus cohérente des 4 dernières années. En 2023, elle gagne la Ligue des Nations. En 2024, elle gagne l'Euro. Bref, à l'image de l'Argentine, l'Espagne c'est une équipe avec une très bonne dynamique. Pourtant, historiquement, la Roja est assez paradoxale. Pendant très longtemps, elle avait des joueurs incroyables, des clubs énormes, mais elle échouait souvent en sélection. Puis entre 2008 et 2012, tout bascule. Euro 2008, Coupe du Monde 2010, Euro 2012. C'est clairement l'âge d'or de la Roja. Xavi, Iniesta, Busquets, Casillas, Ramos, Puyol, Villa, Torres, bref, une génération de malades. Évidemment, le titre le plus important, ça reste le titre de champion du monde. Sauf que depuis ce titre, en Coupe du Monde, l'Espagne ne fait plus rien. En 2014, 4 ans après le sacre, l'Espagne sort en phase de poule, après s'être fait humilier 5-1 contre les Pays-Bas. En 2018, elle sort en 8ème contre la Russie, au tir au but, après un match où elle a fait plus de 1000 passes, mais sans jamais vraiment faire mal. En 2022, même scénario contre le Maroc, élimination au pénalty après un 0-0. En gros, depuis 2010, l'Espagne n'a jamais passé les 8ème de finale. Et ces éliminations, elles ont toutes la même saveur. Quand le match se ferme, l'Espagne est incapable de marquer. Et vous savez quoi? Ce premier match de Coupe du Monde face au Cap-Vert a rappelé un vieux problème espagnol. Beaucoup de ballons, beaucoup de contrôle, mais toujours pas le tueur devant. Pourtant, l'Euro 2024 avait donné l'impression que ce problème était réglé. Sous De La Fuente, l'Espagne ne se contentait plus seulement de faire tourner le ballon. Elle attaquait avec Yamal et Nico Williams, elle utilisait les côtés, elle jouait plus vite et elle avait beaucoup de profondeur. Et ça marche, à l'Euro 2024, les Espagnols s'imposent contre l'Angleterre 2-1 et gagnent le 4e Euro de leur histoire. Et justement, le travail de La Fuente est super important. Il a gardé l'ADN espagnol, le ballon, la technique, le milieu, mais il a ajouté ce qui manquait, de la verticalité, des ailiers et de l'intensité offensive. Globalement, il a rendu l'Espagne beaucoup moins scolaire, moins de passes pour faire des passes, mais des passes pour vraiment créer des attaques. Mais en 2026, le chantier reste le même, et la question reste la même, qui finit les actions? Parce que l'Espagne a des créateurs partout, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Zubimendi, Merino. Elle a des ailiers très forts avec Yamal et Nico Williams, mais elle n'a toujours pas de numéro 9 évident. Dans les années folles de la Roja, il y avait David Villa et Fernando Torres, deux joueurs capables de tuer les défenses quand il le fallait. Mais depuis, plus personne. Il y a eu Morata, mais on se rappelle plus de ses ratés que de ses buts, et cette année, le seul buteur de la liste, c'est Borja Iglesias. Alors il a mis 14 buts en Liga cette année. C'est correct, mais pour la Coupe du Monde, ça risque d'être un peu léger. Et de toute façon, De La Fuente, il préfère Oyarzabal en pointe, qui à la base est pas vraiment un buteur. Certes, il a marqué le but de l'Euro 2024, mais c'est pas forcément un avant-centre qui domine une Coupe du Monde. Pareil, Ferran Torres peut jouer devant, mais c'est pas un neuf non plus. Et ce problème, on l'a vraiment vu contre le Cap-Vert. L'Espagne fait 0-0. Elle a presque le ballon pendant tout le match, mais elle ne parvient pas à faire craquer le Cap-Vert. Et tout d'un coup, on revoit les vieux démons espagnols. Le contrôle du match, mais incapable de tuer la rencontre. Et je vous parle du Cap-Vert, mais c'était pareil contre l'Uruguay. Au final, l'Espagne a fini première de son groupe, mais comme je l'ai dit, l'attaque fait un peu peur. La hype de l'Espagne pour cette Coupe du Monde 2026, elle vient surtout de l'Euro 2024. Mais il faut aussi se dire une chose, les joueurs de 2024 ne sont plus du tout dans le même état de forme. Morata et Carvajal ne sont plus dans la liste, Yamal revient d'une blessure et dit lui-même qu'il n'est pas prêt pour jouer 90 minutes, Nico Williams a aussi été limité, Rodri n'est plus à son prime comme en 2024, Merino revient d'une opération. Bref, l'idée de 2024 est toujours là, mais est-ce que les joueurs peuvent vraiment répondre présent? Pour moi, l'Espagne reste un favori. Elle a le coach, l'identité et la confiance d'un titre récent. Mais son tournoi dépendra de deux choses, l'état de forme de Lamine Yamal et Nico Williams et sa capacité à régler le problème du numéro 9. Et le prochain favori, c'est le voisin de l'Espagne. Le Portugal, c'est peut-être l'un des effectifs les plus forts de cette Coupe du Monde, mais c'est aussi l'un des favoris les plus difficiles à lire. Diogo Costa dans le but, en défense Ruben Dias, Ignacio, Nuno Mendes et Cancelo. Au milieu on a des joueurs béton, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Et puis tant qu'à faire en attaque, il y a tout ce qu'il faut aussi, avec Rafael Leao, Pedro Neto, Conceição et Gonzalo Ramos devant. C'est un effectif très profond et très riche de talent, ça y a aucun doute. Historiquement, le Portugal c'est pas une petite nation. Il y a la 3ème place de 66 avec Eusebio, la demi-finale de 2006 avec Figo, Deco et Ronaldo jeune, et évidemment la victoire à l'Euro 2016, et plus récemment les deux Ligues des Nations de 2019 et 2024. Mais dans l'armoire à trophées, il manque toujours la Coupe du Monde. Et les derniers mondiaux racontent bien cette frustration. En 2018, le Portugal sort en 8ème contre l'Uruguay, battu 2-1 après un doublé de Cavani. Une équipe solide, mais pas assez complète. En 2022, le Portugal va en quart, mais se fait sortir par le Maroc. Et ce match, il fait naître un débat. En 8ème contre la Suisse, Ronaldo est sur le banc. L'équipe gagne 6-1 et Gonzalo Ramos inscrit un triplé. Contre le Maroc, Ronaldo est là et l'équipe joue beaucoup moins bien. À la finale de
l'Euro 2016, il y avait un peu la même sensation. Quand Ronaldo est sorti sur blessure vers la 30e minute, le Portugal a semblé libéré. Et depuis ce moment-là, la question reste ouverte. Est-ce que le Portugal est meilleur sans Ronaldo? L'Euro 2024, en plus, il a pas vraiment fermé ce débat. Le Portugal sort en quart de finale contre la France au tir au but, après un 0-0, dans un tournoi où Ronaldo ne marque pas dans le jeu. Et encore une fois, l'impression est la même. Beaucoup de talent, beaucoup de maîtrise par moment, mais une attaque qui se ralentit parfois parce qu'elle cherche trop Ronaldo. Et c'est là que le travail de l'entraîneur Roberto Martinez est hyper intéressant. Depuis son arrivée, le Portugal gagne beaucoup, marque beaucoup et joue avec beaucoup plus d'ambition. Il a redonné de la liberté offensive à cette équipe, la défense est très bonne et le milieu est l'un des meilleurs du tournoi. Bref, si tout clique, le Portugal c'est juste injouable. Mais le premier match de Coupe du Monde contre le Congo relance le débat. Le Portugal fait 1-1. Joao Neves marque dès la 6e minute, mais après ça, l'équipe perd son rythme. Beaucoup de possession, énormément de passes, mais un seul tir cadré. Ronaldo touche très peu de ballons, manque 2 occasions et Martinez refuse de le sortir. Sincèrement, on avait l'impression que le Portugal jouait à 10, parce que devant, on a un joueur qui a touché que 25 ballons. Ça s'est confirmé avec le match contre la Colombie, où pareil, Ronaldo a pas servi à grand chose. Mais je prévois une vidéo juste sur ce sujet, donc abonnez-vous. Et surtout, le vestiaire est en train d'exploser. Joao Neves et Bruno Fernandes qui remettent en question le statut de Ronaldo, et globalement tous les joueurs se rendent compte que Ronaldo peut être un poids pour l'équipe. CR7 c'est une légende portugaise, mais il a 41 ans. Et évidemment, on peut pas lui demander d'avoir le même niveau qu'en 2018. On le voit que même en Arabie Saoudite, c'est parfois compliqué pour lui. Et sincèrement, je pense que si le Portugal veut gagner la Coupe du Monde, faudra le faire avec Gonzalo Ramos devant. Ramos c'est un super attaquant, et c'est vraiment dommage de se pénaliser avec un Ronaldo qui fait rien devant. Et d'ailleurs, mettre Ronaldo sur le banc, ça change rien à ce qu'il a accompli avant. C'est une légende ce mec. Pour moi, le Portugal reste un favori. Le talent est là, le coach fait du bon travail, le milieu est immense et le banc est très fort. Mais pour aller au bout, il faudra résoudre la question Cristiano Ronaldo. Il faudra aussi voir si le groupe réussit à rester soudé durant toute la compétition. En bref, le Portugal c'est un favori très instable. Et on passe tout de suite au 6e favori de cette Coupe du Monde, l'Angleterre. Et là, on est probablement sur le cas le plus frustrant du football mondial. Parce que l'Angleterre a toujours l'un des meilleurs effectifs du monde. Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Rashford, Rice, Eze, bref, c'est monstrueux. Mais avec l'Angleterre, il y a toujours les joueurs. La question c'est surtout, est-ce qu'ils vont enfin réussir à transformer cette génération en trophée? Parce que historiquement, l'Angleterre c'est un paradoxe énorme. C'est le pays qui a inventé une grande partie de la culture du football moderne. C'est aussi le pays de la Première Ligue, le championnat le plus puissant du monde. Mais en sélection, il n'y a qu'une seule Coupe du Monde, 1966. Depuis, c'est 60 ans d'attente, de désillusion, de pénalty, de demi-finale et de finale perdue. En 2018, l'Angleterre recommence à y croire. Southgate reconstruit un lien avec le public. L'équipe arrive en demi-finale et mène même 1-0 face à la Croatie. Sauf que derrière, elle recule, elle subit et elle perd en prolongation. C'est une renaissance, mais c'est aussi une immense frustration. En 2022, elle sort en quart de finale contre la France. Et là, le feeling est presque encore plus dur, parce que l'Angleterre joue bien. Elle regarde la France dans les yeux, Kane marque un penalty, puis rate celui qui aurait pu égaliser. Défaite 2-1. Encore un grand tournoi, encore un détail, encore une sortie avant le grand trophée. Puis vient l'Euro 2024. Après la défaite de 2021, l'Angleterre est à nouveau en finale, cette fois contre l'Espagne. La Roja prend l'avantage. Dans cette deuxième période, il a pu servir Nico Williams. Cole Palmer égalise. Bellingham, Cole Palmer pour la frappe. Mais Oyarzabal marque en fin de match et l'Angleterre perd encore en finale. Une fois de plus, les Anglais sont forts, mais une fois de plus, ils déçoivent. L'Angleterre, ça va toujours loin, mais ça ne gagne jamais. Et c'est là que Thomas Tuchel arrive. Southgate a fait un travail énorme pour reconstruire l'Angleterre mentalement. Tuchel, lui, doit faire le dernier pas. Il doit rendre cette équipe moins sympathique, plus impitoyable. Son travail, c'est de transformer une génération dorée en une génération à titre. Et on voit déjà certaines idées. Tuchel installe de la concurrence, même Bellingham doit se battre pour sa place, parce que l'effectif est tellement profond que personne ne peut se sentir intouchable. Tuchel travaille aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés, sur l'intensité, sur la compétition en interne, et sur le fait de ne pas seulement empiler les stars. Et si on regarde bien, c'est un peu ce qu'il avait voulu créer avec le PSG en 2020. En plus, les qualifications ont été parfaites. 8 matchs, 8 victoires, 22 buts marqués et 0 encaissés. L'Angleterre a simplement roulé sur son groupe. Mais ça on le sait, l'Angleterre sait se qualifier. Elle est à la Coupe du Monde tous les ans. Ce qu'elle doit apprendre, c'est de gagner les derniers matchs du tournoi. Et son premier match de Coupe du Monde face à la Croatie est un vrai message. Victoire 4-2. Et en plus, la Croatie, c'est pas n'importe quelle équipe, c'est l'équipe qui les avait éliminés en 2018. L'Angleterre a su répondre après une première période compliquée. Elle a fait mal sur les coups de pied arrêtés et elle prend la tête du groupe. Mais il y a aussi un avertissement à retenir. Les Anglais ont pris 2 buts. Elle laisse la Croatie revenir 2 fois en première période. Donc oui, offensivement c'est très fort, mais défensivement c'est pas encore verrouillé. Et pour gagner une Coupe du Monde, marquer des buts c'est bien, mais il faut aussi être capable de fermer les matchs. Gagner contre la Croatie, ça reste un signal très fort, d'autant que Harry Kane a fait un super match. Il vient d'égaliser Gary Lineker avec 10 buts en Coupe du Monde pour l'Angleterre. Il est capitaine, buteur, point d'appui et leader. C'est vraiment ce genre de joueurs qui te font gagner un tournoi. Surtout qu'il a une revanche personnelle
personnel à prendre après son pénalty raté contre la France en 2022. On va pas se mentir, Kane n'a pas besoin de prouver que c'est un excellent buteur. Par contre, il doit prouver qu'il peut être le buteur d'une équipe championne du monde. Autour de lui, Tourelle a presque trop de solutions. Bellingham peut casser un match par sa puissance, Saka apporte l'équilibre et le danger, Rashford apporte de la profondeur et Rice tient l'équilibre au milieu. Mais attention, s'il fatigue ou s'il est pas à 100%, l'Angleterre peut perdre une belle partie de sa structure. Pour moi, l'Angleterre est un vrai favori à ne pas sous-estimer cette année. Maintenant, elle doit faire ce qu'elle n'a pas fait depuis 1966, finir le tournoi. Et maintenant, on passe à l'un des plus gros favoris du tournoi, l'Argentine. C'est peut-être l'équipe la plus stable de cette Coupe du Monde. Elle a pas forcément le meilleur effectif sur le papier, par contre c'est une équipe qui sait gagner. Depuis 2021, l'Argentine a gagné la Copa América, la Coupe du Monde 2022 et la Copa América en 2024. Et ça, c'est pas anodin. On parle pas seulement d'une équipe qui a fait un bon tournoi, mais d'une équipe qui a construit une véritable dynastie. Historiquement, l'Argentine c'est 3 Coupes du Monde, 78, 86 et 2022. 3 titres, 3 symboles. Mario Kempes, Diego Maradona, puis Lionel Messi. C'est une nation qui ne gagne pas seulement avec des joueurs, mais avec des héros. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer cette Argentine avec celle de 2018. En 2018, l'Argentine a des noms. Elle a Messi, Di Maria, Agüero, mais elle n'a pas vraiment de structure. Elle passe difficilement les groupes, puis elle tombe contre la France en 8ème de finale. Et dans un match fou, la France s'impose 4-3. Allez, second poteau, Pavard. Ce jour-là, Mbappé explose, la France va trop vite et l'Argentine donne l'image d'une équipe talentueuse, mais dépassée. 4 ans plus tard, en 2022, tout change. Et pourtant ça commence de la pire des manières possibles avec une défaite 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Mais au lieu de s'effondrer, l'Argentine se reconstruit. Elle bat le Mexique, la Pologne, l'Australie. Puis en quart, elle bat les Pays-Bas au péno. En demi, elle bat aussi la Croatie au péno. Et cette finale, malheureusement, on la connaît un peu trop bien. 3-3, victoire au tir au but avec un Messi légendaire et Emilio Martinez impassable. Mais le vrai changement, il est pas dans l'effectif. Je pense même que l'effectif de 2022 est un peu moins bon que celui de 2018. Non, le gros changement, c'est que l'Argentine devient une vraie équipe de tournoi, capable de souffrir, de fermer, de gagner au tir au but, de gérer les émotions et surtout de répondre à la pression. L'entraîneur, Lionel Scaloni, a passé 4 ans à construire une équipe qui permet à Messi d'être décisif. Autour de lui, il met des joueurs qui courent, qui compensent, qui défendent, qui récupèrent, qui protègent. En gros, Scaloni a compris un truc très simple, l'équipe doit être construite autour de Messi. Et derrière, l'Argentine confirme. En 2024, elle gagne encore la Copa contre la Colombie avec un but de Lautaro Martinez en prolongation. Sur les 3 dernières compétitions majeures auxquelles ils ont participé, les Argentins en ont gagné 3. Et cette habitude de gagner, c'est un vrai avantage. Depuis 2021, l'Albiceleste a construit une vraie colonne vertébrale qui ne bouge pas. Martinez, Romero, Otamendi, De Paul, Enzo Fernandez, McAllister, Alvarez, Lautaro Martinez et enfin Messi. C'est peut-être pas le meilleur effectif sur le papier, mais en tout cas c'est une équipe qui sait gagner, ça c'est sûr. Franchement, c'est ce que beaucoup des favoris qu'on cite aujourd'hui cherchent encore. Et puis même les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 vont dans ce sens. L'Argentine termine première de la zone CONMEBOL. 18 matchs, 12 victoires, 31 buts marqués et seulement 10 encaissés. L'équipe n'est pas invincible, mais elle est ultra régulière. Et contrairement au Brésil, l'Argentine ne s'est pas contentée de se qualifier, elle a dominé. Premier match de Coupe du Monde, l'Albiceleste confirme, 3-0 contre l'Algérie. Et Messi qui prouve qu'il répondra présent durant cette compétition. Un triplé qui lui permet d'égaler le record de Miroslav Klose avec 16 buts en Coupe du Monde. Record qu'il a d'ailleurs battu au match d'après avec un doublé contre l'Autriche. Et ce record, il l'a agrandi contre la Jordanie, ce qui permet à l'Argentine de finir première de son groupe avec 9 points. En 2018, l'Argentine semblait dépendre uniquement de Messi, mais depuis quelques années, l'Argentine ne peut plus seulement être résumée à Messi, et c'est ce qui la rend hyper dangereuse. Malgré toutes les stars qu'on a pu citer, c'est une équipe qui est hyper forte collectivement, un peu comme le PSG cette année d'ailleurs. Mais attention, défendre le titre est hyper difficile. Personne n'a gagné 2 Coupes du Monde d'affilée depuis le Brésil en 58 et 62. L'Argentine sait souffrir, elle sait gagner au tir au but, elle sait défendre bas, elle sait casser le rythme, et elle sait aussi accélérer et dominer ses matchs. Et ça, c'est la mentalité qui fait gagner des tournois. Donc pour moi, l'Argentine peut clairement faire le back-to-back. Et le dernier favori dont on va parler aujourd'hui, c'est évidemment la France. Depuis 2018, aucune sélection n'a été aussi constante au plus haut niveau. Championne du monde en 2018, finaliste en 2022, demi-finaliste à l'Euro 2024, et encore une fois un effectif monstrueux en 2026. Donc oui, la France est clairement favorite. Mais attention, il y a quelques points qui peuvent quand même faire peur. Historiquement, les Bleus ont changé de dimension en 1998, avec leur premier titre de champion du monde. Puis vient le titre de 2018, avec Mbappé, Griezmann, Pogba. Et en 2022, malgré une équipe diminuée, la France retourne en finale et passe à quelques pénaltys d'une 3ème étoile. Et c'est ça la force de la France. Même quand tout n'est pas parfait, elle va loin. Et cette année, l'effectif français est peut-être le meilleur qu'on ait jamais vu. Mais voilà, sur le terrain, ça fonctionne pas trop. En amical, les Bleus se font surprendre par la Côte d'Ivoire et lâchent un match très moyen contre l'Irlande du Nord. Donc forcément, le premier match de Coupe du Monde n'était pas le plus rassurant non plus. La France s'impose 3-1, mais la première mi-temps était chaotique. Nicolas Jackson touche le poteau, Ismaïla Assar rate une énorme occasion, et les Bleus donnent l'impression d'une équipe qui cherche encore son rythme. Mais en deuxième mi-temps, la France fait ce qu'elle sait faire
faire de mieux, accélérer. Michael Olise survole le match, Mbappé marque, Barcola entre, Barcola marque, puis Mbappé finit le match avec une frappe magnifique dans le temps additionnel. Résultat, 3-1. Sur le papier, c'est très fort, mais dans le contenu, tu vois quand même deux visages. Une France brouillonne, puis une France terrifiante. Et ça résume bien les Bleus d'aujourd'hui. Ils sont capables d'être les meilleurs, comme d'être hyper brouillons. Et le joueur à l'image de cette équipe, c'est évidemment Mbappé. Parce que contre le Sénégal, il met un doublé, mais dans le jeu, il était plutôt mauvais, avec énormément de déchets techniques. C'est vraiment le constat de ces 2 saisons à Madrid. Les stats sont là, mais il rend pas forcément l'équipe meilleure. Et puis même, en tant que numéro 9, il prend beaucoup de place, et peut parfois empêcher les joueurs autour de lui de s'exprimer comme il le souhaiterait. Et ça, c'est le plus gros challenge du tournoi, que tout le monde trouve sa place. Parce que la France, elle a énormément de talent, mais les joueurs peuvent parfois se marcher dessus. Bon, et maintenant, le travail de Deschamps, lui aussi, est très intéressant. Dédé, on le connaît, c'est le coach qui veut juste gagner des matchs. Et depuis 2012, il a construit une équipe capable de survivre à n'importe quel scénario. Mais en 2026, son défi est un peu différent. Avant, Deschamps cherchait souvent l'équilibre d'abord. Là, il a tellement d'armes offensives qu'il semble accepter une France plus ambitieuse, plus agressive et parfois presque trop offensive. Avec Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Barcola, Cherki, Thuram, Mateta, il y a peu de pays qui ont autant de solutions offensives. Mais plus tu mets de talent devant, plus tu dois trouver l'équilibre derrière. Et c'est là que la France a encore des doutes. Sur le papier, l'effectif est énorme. Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez. Mais contre le Sénégal, les Bleus ont laissé des espaces. Les attaquants sénégalais ont trouvé de la profondeur. Pareil, contre la Norvège, on a concédé beaucoup d'actions. Avec encore Théo Hernandez qui s'est pris le bouillon contre un attaquant norvégien. Bon, dans le groupe, la France finit avec 9 points, alors que c'est probablement le groupe le plus dur. Donc ça, c'est un très bon point. Et ça confirme une chose, la France est impressionnante par ses noms, mais le bloc est pas toujours super solide. Et c'est peut-être le plus grand sujet de ce mondial. 1. Est-ce que l'attaque peut compenser la défense? 2. Est-ce que la défense va se réveiller et être la meilleure du monde? Parce qu'encore une fois, Saliba c'est le meilleur défenseur du monde, Upamecano il est excellent aussi, Koundé à droite c'est un très bon joueur, et Théo Hernandez pareil. Et surtout, le lien entre Olise et Mbappé a l'air de super bien marcher. Et puis il y a aussi l'histoire avec Deschamps. Ce mondial 2026, c'est sa dernière danse avec les Bleus. Donc il y a forcément une vraie dimension émotionnelle qui s'installe, et ce qui peut finir avec une 3e étoile. Bon, pour moi, la France, ça reste un immense favori. C'est peut-être pas l'équipe la plus fluide du tournoi, peut-être pas la plus rassurante défensivement, mais ça reste l'une des plus dangereuses. Parce qu'elle a l'habitude des grands matchs, elle a l'habitude de gagner, et elle peut régler tous ses problèmes pendant la compétition. Donc pour moi, la France peut vraiment gagner cette Coupe du Monde. Bon, maintenant, je vais vous donner mes pronos sur les favoris de ce tournoi. Dans les pays que j'ai cités dans cette vidéo, je pense que le Brésil et les Pays-Bas, ça reste un peu en dessous des autres. Donc 8ème, je mets le Brésil, c'est trop instable, et 7ème, je mets les Pays-Bas. En 6ème, je mets l'Allemagne, parce que l'équipe est super forte, mais on sait jamais avec eux. En 5ème, je mets l'Espagne, parce que pour moi, il manque vraiment d'un top buteur. En 4ème, pour moi, ce sera le Portugal, qui a beaucoup de choses à régler quand même. 3ème favori, médaille de bronze, je mets l'équipe de France, hein. Pour moi, l'équipe de France est très fort, mais ça a aussi beaucoup de problèmes à régler. Pendant le tournoi, ça peut clairement se réveiller, par contre, je les mets quand même 3ème favori. Et attention, je dis bien qu'ils sont 3ème favori, pas 3ème du tournoi. Parce que pour moi, toutes les équipes que je vous ai citées dans cette vidéo, elles peuvent clairement aller lever la coupe. En 2, je mets l'Angleterre, parce qu'elle est juste terrifiante, hein. Et pour moi, l'équipe la plus stable, l'équipe la plus favorite, c'est l'Argentine. Et je leur dis, pour moi, toutes les équipes que j'ai citées aujourd'hui sont à peu près au même niveau. Et le tournoi, il va clairement jouer entre les 8ème et la finale, bah, comme chaque année, hein, c'est le principe du tournoi. Et puis, je mets une petite mention spéciale au Maroc, qui pour moi est l'équipe africaine qui fera le meilleur parcours, même si je pense que la Côte d'Ivoire peut nous surprendre. Et pour l'Asie, je mise sur le Japon, une équipe très organisée, très solide. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, mettre un petit boost, et surtout donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir qui va gagner la Coupe du Monde selon vous. Merci à tous, c'était Thibaut, bisous.